Cher Michel, chers congressistes, chers amis, tout d'abord, je vous remercie de tout cœur de votre invitation. Même si ça fait longtemps, je suis ravi de me retrouver parmi vous, car je me sens ici un peu chez moi. C'est à la Ligue de l'enseignement que j'ai véritablement commencé le parcours d'engagement qui m'a mené ensuite au mouvement mutualiste, puis au Conseil économique, social et environnemental que je représente aujourd'hui. Pendant presque une décennie, j'ai eu le bonheur de me consacrer à la Ligue, secrétaire général de la Fédération des œuvres laïques de l'Orne. Ce fut pour moi un lieu sans équivalent pour l'apprentissage de l'action, de la réflexion, de la démocratie. Depuis ma position actuelle, je mesure à quel point, comme le mouvement mutualiste, le mouvement de la Ligue de l'enseignement a été nécessaire à la progression des plus grands idéaux démocratiques de notre histoire récente. Il confirme, et il en est toujours besoin, l'importance de la société civile dans notre pays. Alors cette société civile, notre démocratie, comment se porte-t-elle ? Les dernières élections ont montré à quel point notre démocratie est menacée. Non pas dans son squelette institutionnel, qui est toujours solide, mais dans sa chair et dans son âme. L'abstention bat record sur record, tandis que le débat politique se polarise à grande vitesse, chacun accusant l'autre d'être un danger pour le pays. Pour la deuxième fois dans l'histoire de notre République, un président fraîchement réélu n'obtient pas à l'Assemblée nationale de majorité absolue lui permettant de gouverner. La crise des Gilets jaunes, peut-être la plus importante crise sociale depuis 1968, a montré le fossé béant entre nos gouvernements et une grande partie de la population qui soutenait le mouvement ou y participait. Quant à la pandémie, elle ne s'est pas contentée de désorganiser notre pays, mais avec les vaccins, les masques, le confinement, les attestations, elle a fait voir, elle a révélé les multiples réticences à l'autorité et à la parole publique. 54% des Français pensent que la démocratie ne fonctionne pas bien. 84% sont d'avis que les citoyens doivent prendre une part plus importante dans la décision politique. C'était une enquête du Cevipof. Le vote est devenu rare et réactif. On glisse très souvent un bulletin pour éliminer et non plus pour choisir. Partout, l'adhésion se dérobe et la défiance est générale. J'ai dit partout parce que ce constat politique se vérifie assez largement aussi pour les élections professionnelles, associatives, scolaires et universitaires. Tout se passe comme si, à tous les niveaux, les vrais enjeux étaient ailleurs, comme si la démocratie représentative n'était plus qu'une coquille vide, ni crédible, ni désirable. Comme si s'était rétabli un sens caché, une forme de vote censitaire qui se réduirait à un rituel réservé aux mieux intégrés. Ces craintes ne sont pas théoriques.
Dans de nombreux pays, la démocratie libérale est dévoyée. Elle devient démocratie autoritaire sans le respect de l'état de droit. Nous le voyons en Pologne, en Hongrie, en Turquie, au Brésil. Nous l'avons vu dans une moindre mesure lors du mandat du président américain Donald Trump, qui a failli s'achever dans le chaos. La démocratie antilibérale est une réalité qui glisse vers un régime plébiscitaire, mettant en scène un homme et un peuple, puis vers une démocrature, pour reprendre l'expression de Pierre Rosanvallon. L'appel au peuple souverain n'est qu'un nouvel absolutisme quand il a pour effet de miner toute autre considération. Liberté fondamentale, indépendance de la justice, pluralisme des médias, respect des corps intermédiaires, séparation des pouvoirs. L'idée de peuple devient alors l'alibi du totalitarisme, de l'intolérance, du fanatisme. Aucun peuple n'est monolithique, pur et homogène. Le prétendre est une fiction, un simple argument d'autorité, mais qui monte en puissance. Force est de constater que nos sociétés ont perdu en grande partie le sens de la démocratie véritable. Elle nous semble aller de soi. Elle nous semble un acquis irréversible, alors qu'à l'échelle de l'histoire humaine, elle n'est qu'un accident, une rareté. Elle est par essence fragile et éphémère, mais nous l'oublions sans cesse. Rappelons par exemple que la part de la population mondiale vivant en démocratie est minoritaire et décroît légèrement selon l'indice de démocratie du groupe The Economist. Seuls 21 pays sur 165 étudiés sont jugés par The Economist des démocraties complètes. Notre pays est quant à lui jugé démocratie défaillante depuis 2020. Dans l'histoire, la plupart des sociétés humaines se sont laissées gouverner par quelques-uns, sur le fondement d'une révélation religieuse de la richesse ou du savoir, et le plus souvent d'un mélange des trois. L'autorité politique était essentiellement dérivée de l'autorité patriarcale, fondée sur l'ignorance, la peur et l'inégalité. La démocratie est au contraire ce moment très particulier où les sociétés humaines ont su s'auto-instituer, sans se relier à des origines mythologiques ou à la supériorité mystique d'un groupe social. La démocratie est donc l'acceptation d'une certaine contingence dans la désignation de ceux qui gouvernent. Ils ne sont que des humains, choisis par d'autres. Ils ne règnent pas de droit divin. Ils peuvent être remplacés. Ils sont mortels. Ils sont faillibles. Comme le dit le philosophe Jacques Rancière, la démocratie est le vrai nom de la politique. Tout autre régime est un refus de la politique en tant qu'art de gouverner sans ces faux semblants que sont la richesse, la tradition ou le mythe qui organisent la servitude volontaire. Alors oui, je le sais, ce message peut paraître évident, mais il reste puissant et scandaleux, car il ne manquera jamais de groupes et d'individus qui estiment justement avoir vocation à commander aux autres, en vertu de leur naissance, d'une tradition, de leur savoir ou de leur position sociale. La démocratie est au contraire liée à l'acceptation d'une part de hasard et d'approximation dans la répartition des pouvoirs, comme en témoigne
les nombreuses expérimentations démocratiques à travers l'histoire, les mélanges sophistiqués d'élections et de tirage au sort dans l'Athènes de l'Antiquité ou dans la Venise médiévale. Cette ambivalence est le premier paradoxe de la démocratie. Dans son actuelle version libérale, la démocratie se veut l'horizon obligé de la pensée progressiste. La fin de l'histoire, telle qu'annoncée par le politologue Francis Fukuyama après la chute du mur de Berlin. Le modèle politique universel que devraient désirer et adopter tous les pays du monde. Mais elle est dans le même temps méprisée par une longue tradition intellectuelle depuis l'Antiquité, car moralement et conceptuellement impure. En mettant la nature humaine au pouvoir, et rien qu'elle, la démocratie serait le régime politique de la médiocrité, de la faiblesse, de l'inconstance, du chaos. Platon l'a caractérisé déjà comme le plus hétéroclite et le plus instable des régimes politiques. Bien des penseurs conservateurs ont pu critiquer une formule politique laissant trop de place aux émotions de la masse, à la tyrannie de la majorité, pour parler comme Tocqueville. Aujourd'hui, on entend toujours ici et là des discours de méfiance envers l'idée démocratique. Éloge du scrutin majoritaire, censé éviter la paralysie du pouvoir. Méfiance envers le référendum. Dérive d'un pouvoir qui n'est dans les faits exercé que par une minorité peu représentative. Alors, il s'en trouve certains pour opposer la notion de république, d'état de droit, à celle de démocratie, forme de gouvernement facultative potentiellement dangereuse en ce qu'elle pourrait mettre la volonté du peuple au-dessus des lois. Pour eux, la République serait l'ordre, la stabilité, la démocratie, l'aventure, le mouvement. Dans l'histoire de notre pays, il y a, de fait, toujours eu une forme d'ambivalence envers l'idée démocratique. La France ne l'a jamais accueillie sans retour en arrière. Il a fallu bien du temps pour que le vote soit ouvert à tous, indépendamment de la richesse, de la condition sociale ou du sexe. De la Restauration à l'Empire, des parlements aux États généraux, la démocratie a mis des siècles à monter en puissance pour devenir ce régime politique et, au-delà, cet idéal social qui vise à reconnaître chaque citoyen dans son individualité, tout en assurant l'égalité et l'équité, sans lesquelles il n'y a plus de destin commun. Mais la démocratie se mérite. Seuls les États-Unis d'Amérique sont nés démocratiques. Tous les autres pays le sont devenus. Alors, où donc placer le curseur, effectivement, entre une minorité gouvernante qui ne représente qu'elle-même et un populisme qui ouvre la voie au totalitarisme? Comment se positionner face aux régimes autoritaires qui peuvent donner l'apparence de davantage d'unité et d'efficacité, notamment sur les problématiques de temps long, de long terme, et qui ne se privent pas de profiter des vulnérabilités de la démocratie? Le deuxième paradoxe de la démocratie est, me semble-t-il, plus subtil. La démocratie libérale est fondée sur l'émancipation de l'individu. Ça parle à la Ligue, par le travail, par l'éducation, par la culture, par le progrès social et scientifique. Chacun peut s'arracher au déterminisme social, géographique, politique, familial, dans une mobilité sociale inédite. De ce fait, elle produit des citoyens et des citoyennes qui non seulement vivent plus longtemps
et en meilleure santé, mais qui sont aussi toujours plus émancipés, plus informés et plus exigeants, libérés des liens d'affiliation traditionnels. Et c'est là le paradoxe, jusqu'à se libérer pour certains de leur devoir de citoyen. Le danger est connu depuis longtemps et bien décrit au début du XIXe siècle par le philosophe Benjamin Constant dans son opposition entre la démocratie antique et la démocratie moderne. Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbé dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir public. Cette indépendance, il faut la voir comme une conquête de la démocratie. Mais incontestablement, elle rend la société plus instable et complexe à déchiffrer. Le statut d'élu plus contesté et moins gratifiant. Et nous en savons quelque chose avec le quinquennat qui s'ouvre. Nous avons donc, avec la démocratie moderne, un régime politique qui induit, contre toute attente, une prise de distance à l'égard des affiliations politiques au sens large. Notre société démocratique pourrait avoir tendance à miner les fondements du régime démocratique. Le repli sur soi, l'individualisme, l'engagement à la carte, la volatilité et une forme d'indifférence sont certes des poisons pour la démocratie, mais ils en sont aussi les fruits de la liberté donnée à chacun de s'inventer et de se positionner. Cette prise de distance est démultipliée depuis de nombreuses années par cette société parallèle que sont les réseaux sociaux. Alors qu'ils peuvent incarner un forum démocratique idéal, ils sont devenus le miroir grossissant des pires penchants de la nature humaine. Chacun se retrouve enfermé dans des biais de confirmation de ses propres opinions. Fondés sur la captation maximale de l'attention, les algorithmes des grandes plateformes attisent la curiosité malsaine, la parole blessante, la rumeur, la calomnie, le clivage. Nous pensions avoir une agora, nous avons une foire d'empoigne permanente. Nous pensions approfondir la grande conversation démocratique et nous voilà murés dans des attitudes haineuses et réactionnaires, fractionnés dans des identités hostiles les unes aux autres. J'ajoute qu'au-delà des réseaux sociaux, sommes-nous encore démocrates dans nos façons de parler, d'écouter, de vivre? Le démocrate ne s'est-il pas perdu, remplacé par le consommateur impatient, l'internaute irascible, le propriétaire égoïste, le citoyen passif? La crise de la démocratie n'est-elle pas aussi une crise morale? Retenons à cet égard la leçon d'un grand penseur de la démocratie, le philosophe John Dewey. Dans une conférence prononcée en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il rappelait qu'il faut cesser de penser la démocratie comme quelque chose d'extérieur, autrement dit comme une simple mécanique institutionnelle. Il nous faut absolument comprendre en théorie et en pratique qu'elle est pour chacun une manière personnelle de vivre. Et comme s'il avait anticipé les réseaux sociaux, il ajoute « Les lois garantissant les libertés civiles ne sont guère utiles si, dans la vie courante, la liberté de communiquer, la circulation des idées, des faits, des expériences sont étouffées par le soupçon, l'injure, la peur, la haine. » Plus précisément, pour ce philosophe, la démocratie est la seule manière de vivre qui croit sans réserve au processus de l'expérience en tant que fin et moyen, c'est-à-dire une recherche des façons de vivre, de travailler, de dialoguer, d'être ensemble, sans une autorité imposée arbitrairement. L'expérience,
Seule l'expérience partagée peut servir de socle à la vie en société. Il concluait ainsi : la tâche de la démocratie consiste pour toujours à créer une expérience plus libre et plus humaine que tous partagent et à laquelle tous contribuent. Il faut donc remonter aux sources de notre démocratie politique, lui redonner tout son sens. Car il me semble qu'elle affronte 3 crises majeures liées les unes aux autres. Tout d'abord, une crise de légitimité, parce qu'elle répond de moins en moins aux besoins de représentativité de la société. La solidité réelle des institutions de la Ve République rigidifie plus qu'elle n'irrigue la vie démocratique. La mécanique majoritaire nous fait perdre la culture du compromis, de la coalition et du consensus exigeant, mais aussi la qualité de la décision publique par manque d'assises et de relais au cœur du pays. Disant cela, je pense naturellement à la société civile. Alors, il est vrai que nous en sommes arrivés avec ce nouveau quinquennat à une situation inédite. Même un scrutin majoritaire ne parvient plus à produire de majorité claire tant le paysage politique est fragmenté. Je note que cette meilleure représentativité est vécue comme un échec et pourrait ne pas garantir une meilleure gouvernance de notre pays, alors que, me semble-t-il, elle doit apporter un surcroît de légitimité au Parlement et que l'Assemblée nationale pourrait retrouver un rôle central dans l'exercice du pouvoir. Crise de légitimité. En second lieu, il y a ce que j'appelle une crise de croissance. Je l'ai dit, dans des sociétés d'individus aussi rapides, transparentes et informées, le niveau d'exigence, d'implication et de redevabilité est au plus haut. Et nous devons nous en réjouir, car c'est l'un des accomplissements majeurs d'une démocratie libérale. Mais cela appelle à gagner l'adhésion et la confiance chaque semaine, et non tous les 5 ans, par l'association aux décisions. Notre démocratie n'est plus représentative du besoin de participation de la société, y compris chez les abstentionnistes qui sont en attente d'autres formes d'implication dans les sujets qui les concernent. Les citoyens ne veulent plus seulement donner leur voix les dimanches de scrutins électoraux et être muets le reste du temps, ils le veulent donner de la voix, ce qui est totalement différent. Enfin, notre démocratie, me semble-t-il, traverse une crise d'efficacité. Nous ne vivons pas une époque comme les autres. Des défis sans précédent nous attendent. Tant que les inégalités sociales et les crises écologiques ne seront attaquées qu'à la marge et séparément les unes des autres, la confiance en la capacité de notre démocratie à agir ou à se réformer elle-même ne peut que se perdre, tout particulièrement chez les jeunes. Il faut répondre aux besoins de progrès de la société, qui passe aussi, disons-le, par un besoin de prospérité et de sécurité matérielle, qui ont toujours accompagné les démocraties modernes. Cette impression d'impuissance et de déclassement peut inciter nos concitoyens à vouloir essayer autre chose, comme on change de fournisseur, et à succomber aux sirènes d'un autoritarisme efficace. De ce point de vue, la démocratie ne semble plus posséder de valeur en soi. Elle est, pour de nombreux citoyens, elle est mise à l'épreuve et remplaçable. Car dans bien des régimes autoritaires, comme le russe et le chinois, le déni de démocratie se fonde en partie sur une promesse d'enrichissement et de promotion sociale. Cette triple crise de croissance, de légitimité et d'efficacité
fait que nous nous devons de redonner des couleurs à l'idée démocratique, et pas seulement aux institutions. Une dose de proportionnel ou un référendum n'y suffiront pas. Dans son histoire, la démocratie n'a eu de cesse d'élargir le cercle de ceux qui peuvent gouverner, avoir voix au chapitre, juger le juste et l'injuste, et d'inventer des procédures, élections et ou tirages au sort, par lesquels chacun peut ou doit être en responsabilité d'autrui. C'est le suffrage universel, le pouvoir d'élire et d'être élu, progressivement aux hommes, puis aux femmes. Ce sont ensuite les communs démocratiques, comme l'éducation, la culture, la protection sociale, qui ont donné chair à la promesse d'émancipation. Il nous faut inventer pour notre époque ce que furent ces grandes conquêtes. Et cela passe par une nouvelle méthode de gouvernement, d'association et d'écoute de la société civile et des citoyens. Par l'émancipation et l'amélioration des conditions de vie dans nos sociétés, chaque citoyen devrait aujourd'hui, en théorie et plus que dans aucune autre époque de l'histoire, être prêt à assumer au moins une fois dans sa vie des responsabilités politiques au sens large, prêt à passer du statut de gouverné à celui de gouvernant, du statut d'auditeur à celui d'orateur, ou du moins être consulté de façon approfondie et pas seulement interrogé par des sondages sur Internet. Il y a là une matière démocratique qui n'a pas encore trouvé sa reconnaissance et son débouché, que les moyens de communication modernes rendent encore plus réalisables. Cela ne signifie pas, naturellement, que chaque citoyen doive devenir ministre ou député. Les places sont rares et chères, et tout le monde ne nourrit pas d'ambition politique. C'est dire la place décisive qu'occupent les corps intermédiaires en tant que lieu d'engagement thématique au plus près de la vie des citoyens. Chacun y trouve une passerelle vers une implication politique au sens large, non partisane, ou vivre une citoyenneté active au service d'une grande cause. C'est évidemment le cas de la Ligue de l'enseignement, dont le rôle a été majeur sous la Troisième République pour promouvoir une éducation gratuite, laïque et obligatoire. Ce fut le cas des mutuelles pour construire, au fil des décennies, notre modèle de protection sociale. Je pourrais citer d'autres organismes présents au CESE, comme ATD Quart Monde, France Nature Environnement, entre autres, mais aussi, bien sûr, les partenaires sociaux. La démocratie se joue à ce niveau au moins autant que dans les institutions politiques. Elle commence dès l'instant où chacun se sent en charge d'un idéal social, d'une utopie citoyenne, comme l'est la Ligue. La démocratie peut donc faire irruption à tout moment, en tout lieu, et non pas tous les 5 ans lors d'un dimanche d'élection. On a souvent dit qu'elle s'arrêtait aux portes de l'entreprise, mais c'est de moins en moins vrai. Tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, vous le savez, a été pensé pour inscrire la participation démocratique et l'utilité sociale dans le projet, y compris entrepreneurial. Quand nous voyons cette préoccupation gagner le secteur marchand, avec les raisons d'être ou le statut d'entreprise à mission, je me dis que nous avons remporté une première victoire. Nous, les acteurs, les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Un jour, sans doute, notre pays s'alignera sur les normes allemandes ou scandinaves avec une présence bien plus importante des salariés dans les conseils d'administration. La montée des exigences d'autonomie, de sens et de reconnaissance des salariés à laquelle nous assistons à la faveur de la pandémie doivent nous rendre optimistes. C'est aussi dans ce cadre que doit s'enraciner et se pratiquer la démocratie. Bien évidemment, le Conseil économique, social et environnemental que je représente a sa place dans cette démarche. Il s'agit d'une institution que peu de Français connaissent,
alors qu'elle fait partie de notre histoire et qu'elle a toujours été perçue comme un correctif aux insuffisances de la démocratie politique. Les historiens font commencer sa préhistoire en 1848, sous la Seconde République, avec la commission dite du Luxembourg sous la présidence de Louis Blanc. Commission créée, à vrai dire, pour éviter la constitution d'un véritable ministère du Travail. Cette commission a réuni pendant quelques mois patrons et ouvriers en vue d'améliorer les conditions de travail. Elle devait être un parlement du travail et elle a notamment contribué à la baisse du temps de travail quotidien. La deuxième préfiguration du CESE est le Conseil national économique créé en 1925, sous la Troisième République, par le président Herriot, à une époque où le patronat et les syndicats s'étaient enfin constitués. Il siège alors au Palais Royal et aura un rôle important dans l'évolution du droit du travail sous le Front populaire. Après sa suppression par le gouvernement de Vichy, le troisième avatar du CESE apparaît en 1946 sous l'appellation de Conseil économique, avec cette fois un statut dans la Constitution de la 4e République. Son premier président est Léon Jouot, fondateur de FO et futur prix Nobel de la paix. En 1958, il prend sa forme actuelle en tant que Conseil économique et social, inscrit également dans la Constitution de la 5e République et s'installe dans le Palais d'Iéna. Avant d'être réformé, le CES regroupait 5 confédérations syndicales nationales, des représentants des entreprises publiques et privées, de l'agriculture, de l'artisanat, de la mutualité, des professions libérales, des associations familiales et des activités sociales, dont, bien évidemment, la Ligue de l'enseignement. Le CES est devenu CESE à la suite de réformes de 2008 qui élargit l'Assemblée aux associations de jeunesse et aux organisations de défense de l'environnement. Enfin, en janvier 2021, la loi organique élargit les modalités de participation citoyenne et diminue le nombre de conseillers. Nous comptons aujourd'hui 175 conseillères et conseillers, répartis dans 4 collèges: les employeurs, les salariés, les acteurs de la cohésion sociale et territoriale, les acteurs de l'environnement. Les 82 organisations représentées ont été désignées par une commission sous l'autorité du Premier ministre, selon des critères dits de représentativité, j'ajoute autant que faire se peut, car il ne s'agit pas d'une science exacte. Chaque organisation retenue désigne ensuite elle-même ses représentants. C'est dans ce cadre que j'ai le plaisir de travailler régulièrement avec Jean-Carl Deschamps, qui, par ailleurs, préside au CESE la commission éducation, culture, communication. Retenons que seul le régime de Vichy a dissous un conseil, qu'aucune des 3 dernières républiques ne s'est passée sous une forme ou sous une autre de cette assemblée et qu'à l'heure où je vous parle, il existe 21 CES ou institutions similaires pour les seuls pays européens et 75 de par le monde. Alors, bien sûr, par définition, une assemblée consultative comme le CESE ne peut emporter la décision, comme une assemblée législative. Si l'Assemblée nationale peut être appelée la chambre des opinions et des partis, le Sénat la chambre des territoires, peut-être le CESE peut-il être appelé la chambre des intérêts. Bien sûr, au bon sens du terme, il s'agit de la chambre des citoyens intéressés à la vie économique et sociale, un miroir de la société telle qu'elle est organisée par les besoins d'agir des citoyens, autrement dit, la société agissante. Une autre manière de parler de la chambre des intérêts, c'est aussi de relever que nous sommes dans une société qui débusque en permanence, qui cherche en permanence à débusquer les conflits d'intérêts. Eh bien, au CESE, les membres sont désignés précisément parce qu'ils représentent des intérêts particuliers. Au début, nous regardons le monde depuis des endroits différents, mais là où dans la société française, chacun met son énergie à se distinguer, à se séparer pour être identifié, toute notre énergie, nous la mettons à converger
pour rechercher des consensus exigeants et trouver des voies de passage sur des sujets complexes. Notre Assemblée possède ainsi une indéniable fonction expressive qui a une valeur propre en ce qu'elle est le témoin d'évolutions longues, de compromis, de débats, de changements des modes de vie et des représentations, des échanges et des rencontres s'y font entre organisations toujours plus diverses qui ne se tiendraient pas ailleurs. Le CESE est un forum républicain, une petite France. Notre principale activité est de produire des avis qui ont vocation à éclairer la décision publique. Sous la Ve République, des avis phares ont montré comment le CESE a joué le rôle de précurseur, de lanceur d'alerte, de contributeur, de relais institutionnel. Nous ne sommes pas là pour trancher, mais nous parvenons souvent à poser les termes du débat. Certains de nos avis ont redéfini les termes d'un problème, avancé des propositions, pesé conjointement avec d'autres acteurs du débat démocratique. Je souhaite citer l'avis sur la grande pauvreté de 1985 porté par Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, qui a connu un retentissement considérable et a préfiguré le revenu minimum d'insertion. Mais aussi l'avis de 2001 sur le harcèlement moral qui a clarifié les débats en fournissant une définition très inclusive du phénomène, définition retenue dans la loi. Nous ne cherchons donc pas à faire la loi. Ce n'est pas notre compétence, mais nous voulons être saisis des bons sujets au bon moment, c'est-à-dire suffisamment en amont du pouvoir législatif pour exercer notre mission d'influence et de conseil que nous reconnaît la Constitution. En ce sens, le CESE pourrait se contenter d'être une sorte d'éminence grise du pouvoir et conserver sa discrétion. Ce n'est ni son évolution institutionnelle, ni ce que nous souhaitons, ni ce qu'à nos yeux attend la société. La loi organique de janvier a fait de notre institution le carrefour de la participation citoyenne, avec la possibilité d'organiser des consultations publiques, d'associer des citoyens tirés au sort, de faciliter des saisines suite à des pétitions. Nous avons donc une mission importante, compléter la démocratie politique par la démocratie sociale, mais aussi la mission nouvelle de compléter la démocratie sociale par une démocratie participative et délibérative. Ceci nous ramène aux sources et aux ressorts profonds de la démocratie, car elle est un work in progress, car le peuple n'est jamais le même, ainsi que les formes d'exercice du pouvoir. Il n'existe en ce domaine aucune vérité déjà là, aucune autre vérité que celle que nous inventerons et sur laquelle nous nous accorderons. C'est sans doute pourquoi, en cette période de grande turbulence politique, le président de la République a proposé il y a quelques semaines la création d'un Conseil national de la rénovation, associant élus, partenaires sociaux, associations et citoyens au sort. Pour tout vous dire, nous avons été un peu pris à contre-pied, mais m'obligeant à faire preuve d'optimisme, j'ai voulu y voir une forme de CESE augmenté, une victoire culturelle de l'idée de démocratie participative, qui montre que la démocratie politique ne peut pas tout, surtout dans une société divisée, inquiète et minée par les inégalités sociales et territoriales. Ce qui est incontestable, c'est que la multiplication des crises fait que la démocratie par spasme des dimanches électoraux n'est plus opérante et qu'à l'heure de l'information en continu, il nous faut une démocratie plus continue. Il ne s'agit plus tant aujourd'hui d'élargir le corps électoral, mais de reconquérir ceux qui l'ont déserté, de dépasser les limites de la démocratie représentative pour la faire entrer dans un nouvel espace-temps, une démocratie ouverte et participative. Entendons-nous bien, la démocratie représentative conserve tous ses mérites institutionnels et c'est au Parlement que revient le dernier mot. Mais elle ne suffit plus à promouvoir une société démocratique, toujours plus exigeante en matière de justice, d'efficacité et de reconnaissance. Il en va de l'attractivité de l'idée démocratique. Le nouveau CESE
est au fond le lieu où convergent les deux sources de la démocratie délibérative. Les personnes engagées dans les organisations de la société civile agissante, comme vous l'êtes, mais aussi les citoyens tirés au sort pour constituer conventions, panels et conférences. Je suis convaincu que c'est camper sur ces deux jambes que nous pouvons prétendre arrimer le besoin de renouvellement et de participation citoyenne à la République, que nous pouvons prétendre tenir les deux bouts de la démocratie, le citoyen éclairé et la loi votée en son nom. Je souhaiterais, avant de conclure, m'attarder un instant sur cette question du tirage au sort des citoyens. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'une pratique aussi vieille que la démocratie, car celle-ci accepte une part d'aléa en tant que recherche expérimentale perpétuelle du bien commun. Ce tirage au sort est communément accepté pour la composition des jurés de cour d'assises. Mais on constate, notamment au CESE, des réticences quand il s'agit de tirer au sort des citoyens pour constituer un panel, une conférence, une convention. C'est l'expression de la crainte d'une concurrence déloyale entre des citoyens engagés, actifs, éventuellement élus, et les autres, sans qualité particulière et jugés passifs. Pourquoi ne pas se suffire des parlementaires, des experts d'un dossier et des citoyens engagés? Peut-être parce que ce serait risqué de limiter la démocratie aux plus savants ou aux plus ambitieux. Le tirage au sort, le plus souvent corrigé pour qu'il soit représentatif du pays, est pourtant la manifestation la plus pure d'une fidélité à l'idée démocratique. Combien de fois n'a-t-on pas constaté, dans un juré d'assises ou dans une convention citoyenne, la métamorphose d'un citoyen ordinaire jugé passif en citoyen concerné, engagé, informé? L'attention, le temps et l'espace consacrés à une personne l'éveillent à sa citoyenneté. Cela n'en fait certes pas un élu, mais une personne soucieuse de l'intérêt général. C'est ce pari sur la nature humaine, encore elle, qui constitue la démocratie réellement vécue et mise en œuvre. Il faut faire valoir cette foi en l'homme que suppose la démocratie. Foi déjà exprimée par l'historien grec Thucydide au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les mêmes hommes peuvent s'adonner à leurs affaires particulières et à celles de l'État. Les simples artisans peuvent entendre suffisamment de politique. C'est par nous-mêmes que nous décidons des affaires, que nous en faisons un compte exact. Pour nous, la parole n'est pas nuisible à l'action. Ce qu'il est, c'est de ne pas se renseigner par la parole avant de se lancer dans l'action. Cette participation et délibération citoyenne sont aujourd'hui incontournables tant nous avons atteint un point de rupture. Si nous les refusons, si nous les minimisons ou ne leur donnons pas de cadre clair, elles s'organiseront d'elles-mêmes de façon imprévisible, incontrôlable et peu productive. Notre pays, trop longtemps fasciné par l'homme providentiel ou un pouvoir fort, doit inventer une culture du dialogue et de la concertation, comme on peut la voir à l'œuvre dans bien d'autres nations. N'ayons pas peur et soyons confiants dans notre capacité à ressourcer nos institutions, nos usages et notre société démocratique. Merci de votre écoute.